Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre dans Droit où aller, où ce soir nous avons l'honneur et la chance d'accueillir Andrei Gerasimov qui a sorti le 19 août dernier aux éditions des Sirtes un merveilleux roman qui s'appelle La Rose des Vents et qui a été traduit du russe par Raphaël Pache. Je ne sais pas si je prononce bien. Ce soir, pour l'interroger, on retrouve Géraldine Moroni qui est blogueuse et qui a le blog Temps de lecture. Et Andrei sera traduit du russe par François Devers. Avant de vous laisser discuter tous les deux, nos amis participants peuvent utiliser l'onglet Converser pour poser des questions à Andrei et je viendrai les poser à la fin de votre entretien. Je vous souhaite une belle rencontre. Bonsoir Andrei Gerasimov, comment allez-vous? Добрый вечер, Андрей. Как у вас дела? Здравствуйте. У нас все хорошо, у нас тепло и осень в Москве. Tout va bien ici, c'est l'automne et il fait beau. Alors, je vais tout d'abord, comme en préparant cette rencontre, je me suis aperçue que c'était votre anniversaire, donc je voulais prendre quelques instants pour vous le souhaiter. Пока я подготовил этот вечер, я обнаружил, что сегодня у вас день рождения, и я просто хотел вас поздравить с этого дня. Спасибо большое, друзья. Merci beaucoup, les amis. Alors, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être aux côtés de Nathalie et de l'équipe des éditions des Sirtes pour présenter le beau roman que voici, comme disait Nathalie, La Rose des Vents, qui est sorti en août dernier aux éditions des Sirtes. Donc, ce roman-là je crois que c'est votre 7e titre, puis traduit en France. Il a été, il me semble aussi, il a été publié en Russie en 2018. Alors, vous avez traité auparavant dans le roman La soif de la guerre en Tchétchénie, dans L'année du mensonge, le déclin des années 90, et dans Le Dieu des steppes, de l'amitié d'un jeune homme et d'un médecin à la veille de l'invasion du Japon par l'Union soviétique. Alors, moi, je dirais, sans faire de mauvais jeu de mots, que vous aimez bien naviguer, vous aussi, entre plusieurs genres. Donc, я очень рада быть сегодня с вами, участвовать там как бы вместе со всей командой. Вот в вашем романе «Жажды» вы рассказывали о войне в Чечне и о ее последствиях в год обмана лихих 90-х. Степные боги были уже накануне вторжения советских войск в Японии. Мне хочется сказать, что задать вам вопрос. Вы любите так вот плыть и пойти вот в экспедиции в новые какие-то временные там ситуации, да? Но мне на самом деле нравится история, прежде всего, история России и вообще история Европы в целом. И начав с современных произведений, я постепенно ухожу все дальше в прошлое. En fait, moi, je suis passionné. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de la Russie et de l'Europe au-delà. Et après avoir consacré les premiers romans à des histoires contemporaines, je reviens en arrière petit à petit dans le temps. D'accord, donc vous parliez d'histoire, de romans historiques, mais on peut dire que La Rose des Vents, c'est aussi un roman d'aventure qui nous plonge dans des endroits, enfin, des territoires russes que l'on ne connaît pas forcément ici. Voilà, donc pour moi, je dirais que c'est un récit très, 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 très riche, très foisonnant, autant sur la forme que sur le fond. Donc, sur le fond, il s'inspire de la vie du navigateur russe Gennady Nevelskoy, qui était un officier dans la marine russe impériale. Et sur le ton, on retrouve plusieurs... on se retrouve... excusez-moi, c'est la nervosité. Géraldine, немножко нервный. Ничего, не нужно нервничать, все в порядке.
Faut pas être nerveuse, tout va bien. Dites. Alors, on va enchaîner avec la première question. Pourquoi, d'où est venue l'idée de ce roman? Откуда у вас возникла идея этого романа? Я много лет назад прочитал в одной газете, причем газете местной, локальной, в Якутске, историю об одном морском офицере. Il y a un certain nombre d'années, j'ai lu dans un journal local, un journal de la région de Yakoutsk, la Yakoutie, l'histoire d'un expéditeur, d'un explorateur dans cette région. Там вся статья эта состояла в мелодраматической истории, на самом деле. Была мелодрама. En fait, cet article, c'était l'histoire d'un mélodrame. Там рассказывалось о том, как некий молодой офицер сделал предложение племяннице губернатора Иркутска. Dans cet article, on racontait que comment un jeune officier avait fait une demande en mariage à la fille du gouverneur d'Irkoutsk à l'époque. Да, но губернатор ему отказал. Не сама девушка отказала, а губернатор. Mais le gouverneur a répondu de façon négative à sa proposition, c'est-à-dire c'est pas la jeune fille qui a refusé, mais c'est le gouverneur. И молодой офицер настолько рассердился, что он убежал из Иркутска куда-то в тайгу. Et qu'il était tellement vexé, ce jeune homme, cet officier, qu'il a quitté Irkoutsk précipitamment et qu'il est allé dans la taïga. Он ушел, не исполняя никаких приказов, и дошел до самой территории Китая, где он поднял российский флаг. Et suite donc à ce refus, il s'est enfui, il a refusé d'exécuter les ordres, et il est allé jusqu'à la frontière avec la Chine, où il a planté le drapeau russe. Ну, то есть вся история подавалась как причина, вернее, этой истории была разбитое сердце офицера. Et donc toute la raison pour laquelle cet officier allait de fait découvrir de nouveaux territoires était liée au fait qu'il avait eu le cœur brisé suite à cet incident. Мне очень понравилась романтическая часть этого происшествия, и я начал изучать эту ситуацию. Tout l'aspect romantique de cette histoire m'a intrigué et j'ai commencé à étudier ce cas. Да, и на самом деле оказалось, что все было не так. Et en fait, j'ai découvert que c'était loin d'être ainsi. То есть странная журналистка придумала эту историю про любовную вот эту неразбериху, любовное несчастье Невельского. Она просто выдумала это, но тем не менее привлекла мое внимание. En fait, l'auteur de cet article a juste inventé toute cette histoire d'amour, ce mélodrame autour de cette expédition de Nevelskoy, mais par là même, elle avait attiré ma curiosité. Хотя в реальности эта любовь существовала. Она была просто чуть позже и немножко не в такой форме. Même si, pour dire vrai, cette histoire d'amour, elle a existé, mais elle existait plus tard et dans une forme un peu différente. Alors, je vais revenir sur le personnage de Guennadi Nevelskoy. On connaît vraiment très peu en France, voire pas du tout. Est-ce qu'en Russie, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle place il occupe en Russie? Et je vais continuer en disant qu'il y a quelques années, vous avez fait une interview au magazine Cultura et vous disiez que dans la littérature moderne, il manquait de héros. Est-ce que pour vous, Nevelskoy, vous le qualifieriez de héros? То есть, как, то есть, первый вопрос о том, что excusez-moi, Géraldine, j'ai juste juste répétez-moi la première question. Non, je parlais du personnage principal. Oui. Oui, merci, c'est bon. То есть первый вопрос это вот во Франции вообще неизвестно ничего о Невельском. Известно ли о нем в России и какое место он занимает в памяти
ну, в исторической памяти. И второй вопрос, связанный с этим. Несколько лет назад в интервью «Культуре» вы говорили, что в русской современной литературе не хватает героев. Для вас Невельской – это такой герой, который нужен в современной литературе? Да, несомненно, я с этим соглашусь и до сих пор считаю, что такие герои, как Невельской, нам нужны. Во всяком случае, в России, да. Потому что... Ничего. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que je pensais à l'époque et je pense toujours que des héros comme Nevelskoy, c'est exactement ce dont a besoin la littérature contemporaine. Дело в том, что Невельской неизвестен не только во Франции, но и в России. Даже образованные люди мало знают, кто это. Il se trouve qu'en fait, Nevelskoy est peu connu, et pas du tout connu en France, mais il est très peu connu en Russie. Même des gens cultivés ne connaissent pratiquement rien de lui, voire rien du tout. Причем, вот смотрите, друзья, я недавно нашел вот такую английскую книгу, ее написал Фредерик Барнаби, британский офицер. Il y a pas très longtemps, j'ai trouvé donc ce livre en anglais qui a été écrit par un officier qui s'appelle Barnaby, donc A Ride to Khiva, donc un voyage à Khiva qui est une région justement de l'extrême-orient russe. Вот, и смотрите, это реально существовавший человек, офицер британской армии, который совершил примерно такой же поступок, как Геннадий Невельской. C'est un officier britannique qui réellement existé et qui a fait à peu près le même type d'exploit que Nevelskoy. Примерно через 20 лет после похода Невельского этот британский офицер совершил ровно такой же поход и тоже без приказа, и тоже со шпионской миссией. Cet officier anglais, 20 ans après l'expédition de Nevelskoy, a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il a, sans ordre, est allé conquérir de nouveaux territoires et que voilà, avec une note un peu d'espionnage. Но только в Англии он является национальным героем. Ему стоят памятники даже в Лондоне. Alors, mais il se trouve qu'en Angleterre, c'est un héros national. Il a même une statue à Londres. И вот эта книга, которую я вам показывал, она продается уже больше 120 лет огромными тиражами. Это бестселлер. Et c'est un best-seller, ce livre donc, que je vous montrais. C'est un best-seller qui se vend en Angleterre depuis près de 120 ans. А вот у нас в России ситуация совершенно иная. Ah, en Russie, la situation est complètement différente. Хотя, я еще раз повторяю, офицер Фредерик Барнаби просто повторил то, что сделал Геннадий Невельской. En fait, Barnaby, l'officier anglais, a tout simplement copié, répété ce qu'avait fait Nevelskoy. Я понимаю, что британская разведка проанализировала действия морских офицеров под командованием Невельского и просто взяла на вооружение их опыт. Pour moi, il est clair que les espions anglais ont étudié la façon dont avait conduit son expédition Nevelskoy et ses hommes, et ils ont juste considéré que c'était une bonne manière d'acquérir de nouveaux territoires. Потому что этот самый Барнаби, ровно так же, как и Невельской, отправился без официального приказа. Он шел вообще в одиночку. Он шел в те территории, которые были заняты русскими войсками в Средней Азии. En fait, cet officier est allé sans avoir d'ordre, enfin comme seul, s'aventurer et prendre possession de territoires qui étaient alors sous le contrôle des forces russes dans l'Asie centrale. То есть обоих офицеров объединяет мысль единоличной ответственности. Каждый из них отвечал за себя сам, без помощи государства. Donc ces deux personnages, en fait, ils sont liés par leur point commun, c'est qu'ils ont pris sur eux-mêmes, en nom propre, la responsabilité de leurs actes. Ils n'étaient pas appuyés par leur gouvernement. То есть, с одной стороны, это была война одного человека, а с другой стороны, решались крупные геополитические вопросы. Et donc, d'un côté, dans les deux situations, et dans celle de Nevelskoy en particulier, on avait la guerre personnelle de quelqu'un, et parallèlement, on trouvait des solutions à des problèmes géopolitiques globaux. Вот, и мне кажется, что нам в России действительно не хватает такого героя, и я бы хотел, чтобы Невельской стал известен в России как Барнаби в Англии.
Mais moi, je trouve qu'en Russie, il nous manque un héros de cette trempe-là, de quelqu'un de ce type. Et j'aimerais bien qu'en Russie, Nivelskoy soit aussi connu que Barnaby en Angleterre. Merci. Alors, j'avais une autre question. Dans l'introduction, juste avant de débuter votre roman, Andrei, vous dédicacez ce livre à votre père qui était premier maître dans la flotte du Pacifique. Et moi, j'aurais voulu... je me demandais dans quelle mesure le métier de votre père avait influencé sur votre envie d'écrire La Rose des Vents et sur votre envie d'écrire sur le monde de la marine russe. Ваш роман посвящен вашему отцу, который был морским офицером. Насколько личность вашего отца повлияла на то, чтобы вы захотели писать на этой теме? Довольно в большой степени. Действительно, это было сильное влияние отцовское. Он служил в подводном флоте на Тихом океане и в детстве много рассказывал мне. Effectivement, en fait, la personnalité de mon père a beaucoup joué. Il était officier de la marine. Il a servi en Extrême-Orient. Et quand j'étais petit, il me racontait énormément d'histoires liées à son service. Я под влиянием его рассказов даже собирался поступать и поступал в военно-морское училище. Et sous l'influence de ces récits, j'ai voulu, puis j'ai même réussi à intégrer l'académie de la marine. Но не поступил. Mais bon, j'ai passé les étapes, mais finalement, je ne l'ai pas intégré. Меня не взяли по прикусу. Ah, et en fait, le problème était lié à ma dentition, qui n'était pas conforme. Donc, j'ai été réformé. А так бы я был морской офицер. Sinon, je serais devenu officier de marine, voilà, comme sur la photo. Это фото я сделал сейчас в Владивостоке, на борту боевого корабля. C'est une photo que j'ai prise il y a très peu de temps. J'étais à Vladivostok à bord d'un bateau. Voilà, on peut le voir. Hop, vous voyez, j'ai piqué l'uniforme et j'ai fait une photo. Voilà. Это была моя мечта. Это правда была моя мечта быть морским офицером. Mon rêve, en fait, c'était mon rêve de devenir officier de marine. D'accord. J'ai lu également une autre interview. Vous parliez du langage et du vocabulaire que vous utilisiez dans vos romans. Vous dites que vous avez expliqué que vous avez fait attention justement de ne pas trop surcharger votre texte de termes spécifiques pour ne pas lasser le lecteur. Et moi, je me posais la question de savoir si c'était une problématique spécifique à ce roman-là ou à tous vos autres romans. В другом интервью я прочел, что речь шла о «Розе ветров», что вы, несмотря на то, что обсуждаются какие-то технические моменты построения корабля и так далее, что вы старались все-таки не перегружать в сторону специализированной лексики, чтобы не утомлять читателя. Этот прием вы предприняли в этом романе только, или это тоже вообще общий принцип, который можно найти в других романах? Ну, пожалуй, здесь это было очень важно. Il me semble que ici c'était particulièrement important. Потому что я не хотел терять женскую аудиторию. Parce que je ne voulais pas perdre les lectrices. А девочкам очень трудно читать про название мачт, про устройство корабля, про устройство морских пушек и так далее. Им не интересно. Et il me semble que le lectorat féminin aurait prouvé des difficultés ou se serait ennuyé à la lecture de trop de détails sur le nom des mâts, la façon dont étaient fabriqués ou dont on utilisait les canons et autres détails de ce type. Это на самом деле было трудно, потому что очень много терминологии морской действительно существует. И мне нужно было находить какие-то эвфемизмы для того, чтобы было понятно, что происходит, но с другой стороны, чтобы я не шел против истины.
Et en fait, c'était assez compliqué parce qu'il y a énormément dans le cadre de ce récit, il y a énormément de termes techniques qui semblaient s'imposer. Et donc, je voulais, tout en restant proche des faits et en décrivant au mieux la réalité, trouver des tournures, des euphémismes qui permettaient de la décrire sans pencher trop fort du côté de ces lexiques ou de ce vocabulaire spécifique. Я просто не знаю, какова ситуация во Франции, но в России 80% читателей – это женщины. Je ne sais pas quelle est la situation en France, mais en Russie, 80% des lecteurs sont des lectrices. И это надо учитывать. Et il faut en tenir compte. А роман у меня все-таки очень мужской. C'est un roman qui est quand même très masculin, me semble. Je crois, oui. Я думаю, тоже, говорит Шахансин. Alors, on retrouve aussi, je parlais de romans d'aventure et de romans historiques. De fait, il y a la plupart du temps, le ton est assez grave, mais vous utilisez également un certain sarcasme, une ironie par rapport à tous vos personnages. Je pensais en particulier là, au passage sur l'âme russe et sur l'âme européenne. Est-ce que c'est une manière pour vous de casser un peu la gravité des enjeux ou de la situation? Вот на фоне этих исторических событий, которые понятны, имеют какой-то очень крупный масштаб, присутствует местами и вообще во всем романе большая доза иронии к персонажам самим и также к рассуждениям. Я имею в виду, допустим, пассаж, где речь идет о русской душе и европейской душе, такие какое место занимает эта ирония и какая ее роль в этом романе? Это чтобы немножко как раз облегчить эту тяжелый и сложный геополитический фон, или есть другой посыл? Нет, особого посыла здесь нет. Дело в том, что я всегда пишу так или иначе с чувством юмора, даже когда я описываю трагические ситуации. Il se trouve que non, en fait, il n'y avait pas de raison particulière ici de mettre en place une certaine ironie ou une distance par rapport aux faits. C'est la façon dont j'écris. J'écris toujours, quoi qu'il arrive, avec un certain sens de l'humour, même quand je décris des événements tragiques. Например, если вы помните мою повесть «Жажда», то там очень сложная ситуация у моих героев, но я все равно использую юмор в разных ситуациях. Si vous vous souvenez par exemple de mon roman La Soif, les héros se trouvent dans une situation qui est extrêmement difficile. Néanmoins, je la décris avec un sens de l'humour certain. Мне кажется, юмор в сочетании с тяжелыми какими-то событиями в жизни героев дает очень правильный объем. Il me semble qu'en fait, l'humour, en combinaison avec un destin parfois compliqué ou des situations difficiles pour les héros, donne le volume, le juste volume qu'il faut à une œuvre littéraire. Это очень хорошо работает для драматургии. Ça marche particulièrement bien dans le domaine du théâtre ou de la dramaturgie. Потому что в этот момент происходит конфликт смыслов. Parce qu'à ce moment-là, on a les sens qui viennent en conflit l'un avec l'autre. И конфликт эмоций. Et le conflit des émotions. Это очень трудно достичь, и это очень важный эффект. C'est difficile à atteindre, mais c'est un effet qui est très important. Это я говорю сейчас очень с точки зрения своей профессии. C'est le point de vue que je pourrais dire, mon point de vue professionnel sur la chose. Dans beaucoup de vos romans, vous parlez de la désintégration du pays. Je pensais aussi au roman Rachel, qui est une professeure qui perd son emploi. Est-ce que, justement, la Rose des Vents, qui narre un peu cette excursion vers l'Extrême-Orient russe,
pour prendre possession de l'île de Sakhalin aux Japonais, justement, et s'approprier les voies navigables, n'est pas, au contraire, un roman de l'unification de l'Empire, voilà, avec cette conquête-là. Во многих ваших предыдущих романах речь шла скорее о разложении империи. Даже вот если брать Рахиль, это история женщины, которая теряет свою работу преподавателя. И вот это все идет, разлагается. Вот как бы это. А тут возникает вот это освоение новых территорий, то есть это значит, что ваш роман, он, скорее всего, объединение как бы территории, формирование империи. Что вы могли бы сказать на эту тему? Это хорошее очень наблюдение. Спасибо за верно подмеченную деталь. Это связано прежде всего с моим личным развитием. En fait, c'est tout à fait juste ce que vous remarquez là. Merci d'avoir remarqué ce détail qui a une certaine importance. Je pense que c'est lié à mon évolution personnelle. Просто когда мы молоды, нам хочется все сломать, нам хочется разобрать все. А когда мы взрослеем и становимся уже старыми, как я сейчас, нам хочется все собирать, чтобы все было целое. Quand on est jeune, on a envie de tout détruire, de tout mettre en pièces. Et alors que quand on prend un peu d'âge ou qu'on devient vieux, comme moi, maintenant, on a envie de rassembler, de construire quelque chose. Вот у меня сейчас наступило время, когда я собираю. Mais pour moi, c'est le moment de ma vie où j'ai envie de construire quelque chose, de rassembler. Мне кажется, это правильное развитие человека. Il me semble que c'est le chemin normal, le chemin usuel et le bon chemin que doit prendre une vie humaine. И развитие государства. Et aussi le développement d'un État. Alors, je vais revenir sur un autre interview de vous que j'ai lu également. Vous dites, le fait est que j'écris des livres très différents, mais malgré des univers différents et des manières de raconter différentes, ils parlent de la même chose, reflètent les mêmes vérités. Alors, quelles sont ces vérités? В другом интервью вы говорите, что вы пишете о разных части мира, разных эпох, абсолютно разные персонажи по характеру и вообще по судьбе. Ну, что на самом деле вы рассказываете всегда вот об одной истине, вот общей во всем этом. Какая-то вот именно истина, о которой вы пишете, что вот общее в этих всех с виду разные истории и книг? Общее в них то, что я всегда ставлю своего персонажа в критическое положение. Je pense que le point commun, c'est que je place toujours mon personnage dans une situation critique. Просто я понимаю, ну вот мне уже сегодня 56 лет, и я знаю, что каждый из нас находится в критическом положении. Всегда. J'ai 56 ans voilà, aujourd'hui, et il me semble que je sais maintenant, j'ai compris que chacun d'entre nous est toujours dans une situation critique. Поэтому моя задача всегда на старте книги поставить героя в максимально некомфортное положение. C'est pourquoi, au début de l'intrigue de mes livres, je place mon personnage, c'est important pour moi de le placer dans la situation qui est la moins confortable possible pour lui. А потом я смотрю, как он выходит из этого некомфортного положения. Et ensuite, j'observe et je décris comment il sort de cette situation inconfortable. Он может разрушить все, или наоборот начать все отстраивать, или просто бросить все и убежать. Il peut, par exemple, tout casser, ou au contraire, essayer de tout reconstruire, ou à l'inverse, regarder ça avec horreur et fuir le plus loin possible. Но я больше всего люблю тех персонажей, которые могут найти надежду. Mais les personnages qui me sont le plus proches, c'est ceux qui arrivent à trouver l'espoir. Потому что для меня крайне важным остается фраза Уильяма Фолкнера во время его Нобелевской премии.
car pour moi, il y a une phrase qui a été prononcée par Faulkner pendant son discours de réception du Nobel qui a une importance particulière. Он сказал в своей Нобелевской речи, что даже когда все, весь мир взорвется и будет гибнуть, на самом последнем утесе, на последней скале будет стоять человек. Il disait dans son discours de réception du prix Nobel que lorsque la Terre serait détruite, que tout ou presque aurait disparu, sur le dernier coin de terre, sur la dernière falaise, le dernier sommet de montagne qui resterait encore accessible, et se tiendrait l'homme. И дальше Фолкнер добавил, что человек не только выстоит, он восторжествует. Et que l'homme arriverait non seulement à rester debout, mais il triompherait. Он победит. Il vaincrait. Причем он победит даже в гибели. Et il serait victorieux même dans la mort. Потому что смерть нерелевантна. Смерть не имеет никакого значения. Parce que la mort n'a aucune importance. Ну вот, собственно, об этом я и пишу все свои книги. Voilà, c'est là qu'est le sujet de tous mes livres. D'accord. Et en tant qu'écrivain de romans d'aventure, j'aurais voulu savoir quelles sont vos influences à ce niveau-là, quelles étaient vos lectures quand vous étiez plus jeune, qui ont pu influencer. Что касается этого романа, то есть и как раз сторона вот приключений, там, ну, исторический приключенческий роман, что вас вдохновило и что вы читали в юности, наверное, которые вас как бы вот вдохновило для написания вот «Розы ветров»? Меня прежде всего вдохновляет в этой истории с Невельским то мужество, с которым он принял свою судьбу. Moi, ce qui m'inspire le plus dans le destin de Nevelskoy, c'est le courage avec lequel il accepte son destin. И не только он, но и та самая девочка, которая за него вышла замуж. Et non seulement lui, mais aussi la jeune fille qu'il a épousée. Потому что ей было всего 19 лет, и она согласилась поехать с ним на Сахалин. Elle avait 19 ans, et elle avait que 19 ans à l'époque, et elle a été d'accord pour le suivre jusqu'à Sakhalin. Причем поехала беременная. Elle est partie alors qu'elle était enceinte. И их первый ребенок умер от голода. Et leur premier enfant est mort de faim. Эти люди действительно принесли большую жертву. Ces personnages, enfin ces personnages historiques, ces personnes ont payé un lourd prix pour ce qu'ils ont accompli. Вот меня вдохновил как раз вот этот элемент персонального мужества. Voilà, ce qui m'inspirait le plus, c'est ce courage personnel dont ils font preuve. Вот сейчас объясню свою мысль. Вы знаете, 2 дня назад в моей жизни произошло очень важное событие. Je vais vous expliquer un peu plus ma pensée. Il y a 2 jours, il y a un événement très important qui s'est produit dans ma vie. Дело в том, что мой дед воевал против японцев во время Второй мировой войны. Mon grand-père s'est battu contre les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. И я всегда знал, что у него есть медаль, но не знал, за что он ее получил. J'ai toujours su qu'il avait une médaille, mais je ne savais pas en fait pourquoi il avait reçu cette médaille. И вот я сделал запрос в архив Министерства обороны, чтобы получить документы, наградные документы на моего деда. En fait, et donc j'ai fait une demande auprès du ministère de la Défense pour obtenir des documents et comprendre pourquoi mon grand-père avait eu cette médaille. И 2 дня назад эти документы ко мне пришли. Et il y a 2 jours, j'ai reçu ces documents. И я прочитал там всего 4 строчки. En fait, j'ai lu, enfin tous. Это все документы, всего 4 строчки. Да, там было 4 строчки, за что он получил медаль. Voilà, et dans ces documents, il y avait 4 lignes qui étaient consacrées à la raison pour laquelle il avait reçu cette médaille.
Сейчас покажу, кстати. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Oui. Hop. Вот вверху, Voilà. вот этот абзац вверху. Voilà, le paragraphe du haut, voilà, c'est ça qui a rapport avec la raison pour laquelle И там, la raison pour laquelle il a eu cette médaille. Там очень сухом стиле описывается, что произошло. Dans un style tout à fait sec, enfin, militaire, on décrit ce qu'il a fait. Там написано, что мой дед, старший сержант Геласимов, находясь в боевых порядках пехоты, лично наводил орудие против контратаки японцев. Сможешь это перевести? То есть лично чего? Лично наводил гаубицу на прямую наводку. Смотри, вот гаубица стреляет вот так вверх. Да, окей. А он перевел гаубицу в прямую наводку. Он опустил ствол. Во время атаки противника. Да, во время контратаки противника. Ok, donc, et en fait, il est inscrit que donc le sergent-chef Gerasimov, lors de la contre-attaque des ennemis, a personnellement corrigé l'angle de tir de l'artillerie pour pouvoir atteindre les ennemis en train de contre-attaquer. Дело в том, что гаубичная батарея не может быть там, где пехота. Ça veut dire que, mais en fait, ce type de, alors, je suis désolé, je suis vraiment pas un spécialiste en artillerie, mais ce type de pièce d'artillerie, en fait, ne peut pas être situé dans la ligne de front au même endroit que l'endroit où sont les fantassins, en fait, les soldats. Потому что гаубица — это дальнобойная артиллерия, дальнобойная. Parce que ce type de canon, c'est des canons à longue portée. Следовательно, она находится далеко в тылу. Ça veut dire que ce canon, il se situe bien en arrière des lignes. А здесь написано, что он находился там, где пехота. Et là, il est indiqué qu'il était en fait stationné, qu'il était à ce moment-là, là justement où étaient les soldats. Следовательно, пехота бежала от японцев до самой артиллерийской батареи. Ça veut dire qu'en fait, dans ce cas présent, les fantassins, les soldats couraient, fuyaient face à l'avancée de la contre-attaque japonaise, et ils sont allés jusqu'à atteindre l'endroit où étaient placées ces pièces d'artillerie. То есть советские войска резко отступали. Et ça veut dire qu'à cette époque-là, à ce moment-là, les forces soviétiques étaient en train de faire une retraite précipitée. И вот я представил себе, сидят артиллеристы, курят, и вдруг видят, откуда-то издалека бежит много-много солдат. Сначала советских, а потом японских. Je m'imagine la scène où on a donc les soldats, les artificiers qui sont chargés de gérer ces pièces d'artillerie, qui sont en train de fumer tranquillement une cigarette, et tout d'un coup, ils voient au loin une masse énorme de soldats soviétiques qui courent, et juste derrière eux, les soldats japonais. И вот в этой ситуации первая реакция будет побежать вместе с ними. Et dans cette situation, la première réaction de la plupart des gens, c'est de se mettre à courir avec eux et de fuir. Но, как написано в этом приказе, они не побежали, а стали опускать пушку стволом вниз. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'au lieu de fuir, ils ont commencé à faire descendre petit à petit le canon pour pouvoir viser sur les soldats soldats ennemis qui étaient en train de contre-attaquer. И открыли огонь прямой наводкой. Et donc, ils ont tiré en direct, directement sur les soldats, alors qu'en principe, ce pièce d'artillerie, ça tire en cloche. Vous voyez, donc là, ils ont baissé le canon et ils ont tiré directement sur les soldats. Причем гаубица так не стреляет. Et ça, ces canons-là, c'est pas fait pour tirer comme ça. Она не стреляет прямой наводкой. Oui. Elle ne tire pas droit, c'est trop dangereux. Donc, Но они выстрелили, несколько сделали выстрелов, и русская пехота остановилась. Donc, ils ont tiré un certain nombre d'obus et donc les soldats russes, les fantassins, sont arrêtés. И вот в этом приказе чуть ниже написано, что у деда моего это был первый бой. Et dans cette
cette décision qui lui attribue cette médaille. Donc après, il est précisé que cet épisode-là, donc il a fait preuve d'un sang-froid héroïque. C'était son c'était son baptême du feu, en fait. C'était la première fois où il participait au combat. И вот здесь мы как раз и говорим об этом личном мужестве, о способности быстро принять решение и ответственность взять на себя при возможности погибнуть. Et c'est là, voilà, c'est ce genre de situation-là où on parle du courage personnel de quelqu'un, de cette façon de prendre une décision rapide et lourde de conséquences dans un contexte où on risque la mort. Вот, собственно, и когда я писал роман о Невельском, для меня это было самое важное – личное мужество. Et c'est ça qui était pour moi le plus important, ce courage dont font preuve les gens dans ce genre de situation, qui était le plus important quand j'ai écrit ce roman sur Nevelskoy. Ну, вот так. Voilà, comme ça. Vous voyez, François, vous êtes spécialiste de l'artillerie, vous avez su très bien traduire tout ça. Они шутят по поводу моих знаний об артиллерии. Я понял. Ну, что делать? Ну, ничего. Они поняли самое главное. Чудесно. Géraldine, j'ai beaucoup de questions. Je ne sais pas si tu as fini, toi, les tiennes, mais il y a beaucoup de questions. Donc, je voulais savoir si toi, tu avais terminé ou pas. C'est bon. Merci beaucoup, Andrei. Merci. Oui, donc, vraiment, merci beaucoup, Andrei, d'avoir partagé tous ces documents et ces anecdotes personnelles. Vraiment, merci beaucoup. C'est très intéressant. Ну, спасибо тебе, что ты поделился и не только документами, но еще и вполне вот персональных каких-то своих историй. Есть вопросы от публики. Давайте. Alors, la première question vient de Nathalie. Quelles ont été ces sources pour ce roman et comment avez-vous découvert cette expédition? Alors, какие были источники у тебя для написания романа? Ну, и ты, наверное, частично уже ответил на этот вопрос, но хотят знать чуть побольше после прочтения этой отрывки из газеты, как ты узнал о самой экспедиции? Ну, я, естественно, начал искать сначала в интернете, читать, я узнал об Амурской экспедиции, а потом нашел вот этот самый двухтомник. Вот en fait, bien entendu, j'ai d'abord cherché sur Internet. Donc, j'ai trouvé des choses sur cette expédition dans la région de l'Amour, du fleuve Amour. Et puis ensuite, j'ai trouvé ces 2 volumes. Вот это воспоминания капитана Невельского. Qui sont en fait les souvenirs du capitaine Nevelskoy. Donc, en 2 volumes. Le premier volume, ce sont les souvenirs. Первый. Это первый. А второй том – это комментарии к этим воспоминаниям, комментарии ученых. Et le deuxième volume est consacré est tout entier fait de commentaires de spécialistes, d'historiens sur ces souvenirs. Это был первый источник. Ça, c'est la première grande source importante que j'ai eue. А после этого я делал запросы в архивы военно-морского флота, общался с специалистами в кораблестроении, общался с историками и с военными моряками. Ensuite, j'ai fait des recherches dans les archives de la flotte, de la marine. J'ai discuté avec des constructeurs de bateaux. J'ai parlé à des historiens et évidemment à des officiers de marine. Вот, а совсем недавно, буквально 3 дня назад, я прилетел с Сахалина, где нашел вот этот памятник. Et en fait, il y a 3 jours, exactement 3 jours, je suis revenu de Sakhalin. Почему ты был на Сахалине? Там был фестиваль литературный? Да, там был литературный фестиваль, но я ездил по местам Невельского. En fait, j'étais dans cette région-là parce qu'il y avait un festival littéraire qui m'avait invité. Mais moi, je fais le tour des lieux qui étaient liés à Nevelskoy. Et donc, j'ai trouvé à Sakhalin cette statue, ce monument, en fait. Это Невельской. À Nevelskoy. C'est la statue de Nevelskoy. А это я. Donc, в Южно-Сахалинске. Да, в Южно-Сахалинске. Dans Южно-Сахалинск, qui est la ville qui est au sud de l'île de Sakhalin, qui est la capitale, en fait. Вот источники такие у меня были. Voilà les sources que j'ai eues. Alors, il y a une question de Florence qui évoque votre métier de scénariste. Et elle voudrait savoir comment vous construisez un héros dans un scénario par rapport à celui d'un roman. Вот Florence интересуется
разница между подходами, когда ты строишь, ну, или героя для сценария и героя романа. Какие есть отличия? Разница очень простая. Когда вы пишете для сценария своего персонажа, вы должны реализовать его характер в поступках. Только в поступках и в действиях. En fait, la différence est très simple. Quand vous écrivez pour un scénario, vous devez incarner le caractère de votre personnage dans des actes, uniquement dans des actes. То есть нельзя описывать его характер в сценарии, нельзя давать его в диалогах других людей. Нужно, чтобы ваш герой совершил поступок. Donc, vous ne pouvez pas décrire son caractère. Vous ne pouvez pas non plus essayer de le révéler dans des dialogues avec d'autres personnes qui en parleraient. Il faut vraiment que ce soit ses actes qui le caractérisent. И этот поступок должен точно характеризовать этого героя. Et l'acte, enfin, chaque acte qu'il commet dans le scénario, ça doit le caractériser vraiment avec la plus grande précision possible. Когда вы пишете роман или вообще прозу, то это не обязательно. Quand vous écrivez un roman ou de la prose, quelle que soit la forme, c'est pas du tout obligatoire de faire ça. Вы можете использовать более тонкие средства. On peut utiliser des moyens un peu plus fins, un peu plus raffinés. Вы можете создать персонажа за счет даже описания его комнаты. Vous pouvez créer un personnage et révéler son caractère en décrivant sa chambre ou la pièce où il vit. То есть какие у него вещи в комнате находятся, аккуратно они лежат или неаккуратно. Вот это вы можете описать, и характер будет создан, но только в прозе. Vous pouvez décrire, par exemple, quelles affaires il a chez lui. Est-ce que c'est bien rangé ou mal rangé? Et avec tout un tas d'éléments comme ça, vous allez pouvoir, avec une certaine précision, voilà, donner des éléments sur son caractère. Mais ça, on peut le faire qu'en prose. Вот сейчас скажу точно. Смотрите, если в прозе мы можем описать, что вещи героя в комнате были разбросаны неаккуратно, просто разбросаны вещи, то в кино мы должны показать, как герой разбрасывает эти вещи. Par exemple, vous pouvez, vous écrivez un roman ou un récit, vous pouvez décrire que les affaires, les vêtements, enfin, peu importe, les objets qui entourent le héros sont mal rangés, sont voilà, éparpillés dans la pièce. Au cinéma, vous allez montrer comment lui il les éparpille, comment il jette ses affaires. Et voilà, pour être plus précis, c'est ça la différence. Это основное отличие, да, основное отличие. C'est la différence principale. Merci. Alors Aurélie, elle, est bien renseignée sur vous. Elle dit que vous avez travaillé sur Oscar Wilde, pardon. Est-ce que vous seriez capable de citer une phrase que vous aimez de lui? Merci Aurélie. Aurélie, qui a l'air... Есть такая Aurélie с нами, она, видимо, тебя хорошо знает. Она знает, что ты работал и изучал Оскар Уайльд. Можешь ли ты цитировать хоть одну фразу сейчас Оскара Уайльда? Да, могу. Oui, je peux. Хорошо, когда дружба начинается смехом, но еще лучше, когда она им же и заканчивается. Le mieux, c'est quand l'amitié commence par un rire, et c'est encore mieux quand elle se termine aussi avec un rire. Donc, c'est une traduction libre de Oscar Wilde. Стой, вот еще моя любимая. Трагедия старости не в том, что тело становится старым, а в том, что душа остается молодой. Donc la tragédie de la vieillesse, ce n'est pas que le corps vieillit, mais que l'âme reste jeune. Surhvatит Оскар Уайльд, все. Хватит. Est-ce que Aurélie est satisfaite? Je pense que oui, elle sera satisfaite. Elle en a eu 2 pour le prix d'un, donc je pense que bon. Ça va? Non? Oui, je pense que ça va. Bon. Стой, еще могу. Je peux encore en dire une. Смотри, женщины пол декоративный, им нечего сказать миру, но они говорят, и говорят очаровательно. Полудекоративный? Да, женщины пол декоративный, gender. Ok. Les femmes, c'est un genre décoratif. Elles n'ont rien à dire au monde. Mais
elles le disent de façon charmante. Oscar Wilde. Hein. Оскар Уайльд, это не Oscar я. Wilde. Это тоже не я. C'est ni moi qui dis ça, ni Andrei Gerasimov. Hein, attention. Да, Oui, да. oui, oui, oui. En tout cas, on remercie sa dentition de l'avoir réformé. Et comme ça, on a un auteur qui est drôle, qui est passionnant. On est content donc, que finalement, il ne soit pas officier, même s'il aurait été un bon soldat, hein, quand même. Но спасибо огромное твоему привкусу, что ты не стал морским офицером, что ты Нет, стал писателем. Для меня это большая драма. Pour moi, c'est un drame. Oui, j'imagine. Но для нас это радость, что ты Спасибо. стал как бы таким увлекательным, интересным и остроумным писателем. Mais Спасибо. peut-être l'est-il par procuration dans ses romans. C'est ça la force, c'est qu'il peut être officier, grand officier par procuration dans ses romans. Но ты можешь, в принципе, реализовать эту мечту в своих романах и стать Да. самым большим офицером, даже если хочешь. Адмиралом. Amiral, voilà, je peux devenir Amiral. amiral. Même un super-héros, hein, il peut être tout ce qu'il veut, hein, puisqu'un auteur, un romancier, il peut commander une armée mais gigantesque, alors que peut-être dans la vraie vie, il ne l'aurait jamais fait. Ты можешь даже стать супергероем или командовать самой большой армией, которая когда-либо была, когда в жизни, может, ты Я не так стал и сделаю. это делать. Я так и сделаю, да, я так и сделаю. C'est ce que je vais faire. Alors, j'ai une dernière question. Attention, Последний très вопрос. philosophique. C'est quoi l'amour Философский. russe? C'est quoi l'amour russe? Что такое русская душа? О, О, Ah, il fallait que je la pose. друзья, если коротко, я вам скажу. Вот я вам сейчас открою секрет. pour faire court, mes amis, je vais vous le dire, je vais vous révéler un secret. Причем абсолютно научно. En plus, c'est scientifique. Я дело в том, что уже лет, наверное, 5 читаю книгу Карамзина «История государства российского». Ça fait à peu près 5 ans que je m'attelle à la lecture du livre de Николай Карамзин qui s'appelle L'histoire de l'État russe. Так вот, согласно Карамзину, русские люди произошли от викингов, которые явились к нам в X веке. В XIII веке добавилась Орда, татаро-монгольская, и все это замешалось на восточное влияние. Поэтому викинги плюс Орда и немного славянской крови. Вот это русские. Et en fait, donc, si on en croit Karamzin, qui a été témoin de la Révolution française, donc bon, ça ne veut pas dire ce qu'il a écrit, les Russes, en fait, c'est des Vikings qui sont arrivés au Xe siècle, avec ensuite la horde mongole qui arrive au XIIIe, et quelques gouttes de sang slave. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà l'âme russe. Вот это русская душа, да. Voilà. Et comment se fait-il que pour un Russe, il ne parle pas du tout le français? Parce qu'il me semble que beaucoup de Russes parlent français. А вот хороший вопрос, Андрей. А ты, кажется, многие русские говорят по-французски, а ты вообще не говоришь по-французски. Почему? Ну. Ну, на самом деле хватает английского. Moi, en fait, l'anglais suffit. Мне стыд. J'ai honte. Il y a un participant qui vient de nous envoyer une citation de Tchekhov. C'est l'homme. Merci. Oui, pardon François. Alors je vais aller très lentement. L'homme russe se distingue par la propension à dépenser ses derniers deniers dans tous les types de fioritures quand les besoins les plus urgents ne sont pas satisfaits. Вот возвращать тебе насчет русской души цитата из Чехова, который, сухой остаток, я просто, что русский человек тратит свои последние деньги в самых ненужных мелочах, когда его базовые потребности не обеспечены. Это правда, да. Дело в том, что материальное начало для русского человека не так важно, как для европейца. C'est vrai, parce qu'en fait, pour l'aspect matériel des choses, pour l'homme russe, pour le russe, n'est pas si important que chez les Européens. Мы просто меньше зависим от комфорта. On dépend moins du confort. Комфорт для нас не является важнейшей частью жизни. Le confort, c'est pas une partie essentielle de la vie. В то время как для европейцев является. Alors que chez les Européens, il me semble que c'est une partie essentielle.
Parfait. En tout cas, moi, je n'ai plus de questions. On va libérer Andrei parce que c'est son anniversaire. On va le remercier très chaleureusement d'avoir été avec nous ce soir. Un grand merci à Géraldine d'avoir mené cet entretien. Avant d'annoncer la prochaine rencontre, je vais peut-être laisser le mot de la fin à Andrei, s'il veut bien. Андрей, спасибо тебе огромное. Сейчас перед тем, Спасибо. как тебя совсем отпускать в соседнюю комнату на пьянку, и чтобы ты мог праздновать свой день рождения, Натали предлагает тебе оставить, может быть, короткое последнее слово. Короткое последнее слово подсудимого. Le dernier mot du condamné. Oui. Друзья, слово будет очень короткое. Все мои книги, которые я пишу, они говорят только об одном. Ну вот мы сегодня говорили о мужестве, об ответственности и так далее. Но самое главное – это любовь, друзья. Я желаю всем любви, понимания. И главное, чтобы вы не разбивали друг другу сердце. Et en fait, on a parlé du courage, on a parlé du destin et de la force que peuvent avoir certains héros, mais dans ce que j'écris, il y a une chose qui est plus importante encore que tout, c'est l'amour. Alors, je vous souhaite beaucoup d'amour. Aimez-vous les uns les autres et ne vous brisez pas le cœur les uns les autres. Потому что труднее всего в жизни не разбить друг другу сердце. Parce que le plus compliqué dans la vie, c'est de ne pas briser le cœur de ceux qui nous entourent. Это большой труд, требуется большой труд. C'est un grand travail de ne pas briser le cœur des autres. Большая работа, чтобы не разбить друг другу сердце. Un grand travail pour... Поэтому давайте работать в этом направлении и будем счастливы. Bon, ben, on va travailler dans cette direction. On va travailler dans cette direction, essayez de faire votre maximum et puis on va tous être heureux. Voilà. En tout cas, j'engage nos amis participants à aller en librairie acheter La Rose des Vents qui est paru aux éditions des Syrtes et il est encore sur les tables de librairie. Et nous, on se retrouvera mardi parce que nous allons enregistrer une rencontre un peu spéciale entre Amélie Nothomb et Stéphanie Hocher, un dialogue d'écrivains. Alors, vous avez la possibilité de leur poser des questions. Il suffit de nous envoyer sur l'adresse mail un endroit où aller 1 avec le chiffre 1 @gmail.com vos questions et on diffusera l'enregistrement mardi à 19h. Un grand merci Andrei, encore un très joyeux anniversaire. Спасибо огромное, Андрей. С днем рождения! Спасибо, друзья. Будьте Merci здоровы. aux éditions des Syrtes et un grand merci François Devers pour cette belle traduction et cette belle voix off puisqu'on ne vous voit pas et un grand merci à Géraldine Moroni du blog Temps de lecture. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.